Hey! Dans un premier temps, 1000 excuses pour l'éclairage de caca, mais j'ai oublié mon matos, l'ampoule a grillé, mais promis, je vais combler tout ça avec la lumière de la passion littéraire. Et plus important, je suis trop contente de tourner cette vidéo parce qu'on se retrouve pour l'update lecture de janvier 2024. Et personnellement, 2024 en termes littéraires a démarré assez fort, puisqu'en janvier, j'ai lu pas moins de 15 romans. Alors, parmi ces romans, il y avait des romans courts, il y avait des light novels, du coup des romans légers, mais ça reste des romans. Je vais pas tous vous les présenter, mais au programme dans cette vidéo, on a un coup de cœur, on a presque un coup de cœur, on a une énorme déception qui va illico terminer dans mon flop de mes lectures de 2024, voilà c'est clair. Et en janvier, au niveau booktube, ça a aussi pas mal bougé les choses, notamment j'ai eu une montée fulgurante à mon échelle en termes d'abonnés, du coup merci, mais surtout janvier a été parsemé de petites étincelles qui ont illuminé, qui ont réchauffé mon cœur pendant une journée, pendant une soirée, pendant le reste de la semaine, qui prennent la forme de commentaires. Voilà, je trouve que la régularité des commentaires en janvier a été meilleure que les autres mois ou même les autres années. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas merci infiniment parce que vous imaginez pas le plaisir que j'ai quand je vois que j'ai reçu un message, genre il y a quelqu'un qui en plus d'avoir pris le temps de m'écouter, d'avoir regardé ma vidéo, a pris le temps de m'écrire un message pour m'encourager, pour me soutenir, pour me conseiller des lectures et tout, merci. Merci, ça me touche énormément. Bref, voilà, on écarte un peu ce passage mélodramatique et on se concentre sur la lecture. Waouh, l'ampoule s'est rallumée. C'est grâce à vos commentaires, c'est grâce à votre lumière sous mes vidéos. Voilà, merci. Let's go, je suis trop contente. Let's go. Alors, mon bal littéraire en 2024 a été ouvert par le roman Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson, publié chez les éditions Big Bang. J'en attendais pas mal de ce roman et en même temps j'appréhendais un peu parce que de l'autrice, j'avais lu A Forge of Roses l'année dernière qui s'était hissé dans mon top de mes meilleures lectures de l'année. Donc j'avais des attentes assez hautes, assez nombreuses et du coup j'avais peur du risque d'être déçue par ce roman-là. J'ai pas réussi à apprécier grandement mon expérience de lecture, mais c'est vraiment en énorme partie ma faute parce que je l'ai trop comparé à son prédécesseur. Je pensais retrouver les mêmes ingrédients qui m'avaient autant happé dans A Forge of Roses alors que pas du tout. C'est deux univers différents, c'est deux types de personnages différents, d'intrigues, d'atmosphère et tout. Je me suis gourée et je m'en suis seulement rendu compte à la fin. J'étais en mode j'ai un peu honte. Mais pour vous resituer un peu, en gros on se situe dans un univers fantastique où il y a une caste de personnes qui s'apparentent un peu à des sorcières parce que ils ont un pouvoir qui les marginalise de la société. En fait c'est pire que ça, la société les martyrise à mort et les pourchasse pour les tuer et tout parce que c'est un pouvoir qui leur permet d'entrer dans l'esprit des gens quand ces derniers-là sont en train de chanter pour explorer leurs souvenirs, pour s'en nourrir, pour les modifier. Bah pas de bol, notre héroïne Isda a ce pouvoir-là et du coup ça fait 17 ans qu'elle vit cachée dans les bas-fonds d'un opéra après avoir été recueillie par le directeur de cet opéra-là et pendant toutes ces années elle a travaillé pour ce directeur en manipulant, en sublimant les souvenirs du public lors de représentations à l'opéra pour que le public ait un souvenir meilleur de l'expérience qu'ils ont eu dans ce lieu et pour maintenir et nourrir la réputation du lieu. Et l'exploration de ces souvenirs là c'est le seul point d'ancrage de Isda au monde extérieur. Ça lui permet d'explorer à travers les yeux des autres, des étrangers, comment vivent les gens dehors, toute la beauté en fait du monde extérieur et en même temps ça nourrit sa faim pour explorer par elle-même ce monde-là, vivre ses propres aventures. Et un jour elle va rencontrer un jeune homme qui travaille comme homme d'entretien dans cet opéra et qui chante super bien et quand il chante elle est capable du coup d'entrer dans ses souvenirs à lui et elle remarque qu'il y avait une personne qui a son pouvoir à elle et qui a réussi à vivre dans le monde extérieur et de vivre caché, en tout cas de n'avoir pas fini vraiment tragiquement. Ça l'alerte en mode ah peut-être qu'il y a moyen que moi aussi je puisse quitter ces bas-fonds et vivre dans le monde avec les autres. Elle va passer un marché avec ce mec, elle va lui donner des cours de chant pour lui permettre d'acquérir un peu plus de légitimité et même de compétences dans le domaine du chant pour qu'il puisse poursuivre son rêve d'avoir une carrière à l'opéra et tout. En échange, elle en cachette, elle va pouvoir explorer encore ses souvenirs à lui et voir comment la personne qui a le même pouvoir qu'elle a pu vivre dans le monde extérieur. Ce roman-là, faut le prendre comme une sorte de
de ballet, de poésie macabre, avec un univers qui est très tordu et très fataliste, qui renvoie à une vision pessimiste du monde, des humains, qui renvoie à des choses, des défauts qui sont immuables chez l'humain. C'est difficile à changer, notamment le fait que les humains peuvent être opportunistes, hypocrites, fermés d'esprit, ils sont embourbés dans des stéréotypes qui font que ça obscurcit totalement leur vision des choses et les plonge dans une ignorance morale qui va atteindre l'héroïne. Parce que l'héroïne qui est victime de ce genre de stéréotypes, ça va également tordre son sens moral. C'est un parcours psychologique assez éprouvant puisque elle va devoir faire des sacrifices parce que sa nature et ses désirs ne sont pas en accordance avec le monde extérieur, avec ce que le monde peut être prêt à accepter. Et du coup, elle est complètement enfermée, que ce soit physiquement dans une cage immuable que représente tout le monde, mais également psychologique à cause de tous les préjugés et de toute la rigidité de l'esprit des humains. Ça va être un jeu de sacrifice, de dilemme entre ses désirs à elle, son humanité, qu'est-ce qu'il faut faire passer avant tout dans un monde qui ne t'accepte même pas. C'est pessimiste du début à la fin, et notamment à la fin, j'ai trouvé audacieuse, je m'y attendais pas vraiment, et c'est là que j'avais compris que c'était du tout comme A Forger of Roses. J'avais pris le récit comme un récit un peu d'espoir, de tolérance, et du coup parfois l'héroïne elle avait un comportement que je trouvais problématique, notamment sa relation avec le mec qui se développe en romance, qui était sur une base je trouvais assez problématique aussi, et c'était un peu rushé, il y avait des raccourcis simplistes au niveau psychologique, au niveau de la résolution de leurs problèmes, et j'étais en mode bah non, ça se fait pas, enfin c'est nul. En fait je trouve qu'au final ça rentre bien dans l'atmosphère de l'univers, comme quoi tu es impuissant, parfois tu es tellement victime de la méchanceté du monde que t'en deviens un bourreau ou une bourreau, que t'en deviens moralement ambigu parce que t'as pas le choix, parce que pourquoi faire passer les autres avant nous alors que les autres ne nous acceptent pas. Tout ça dans une plume qui est très poétique, très imagée, très musicale, qui ajoute une forme de mélancolie avec justement ce côté très macabre. Je suis très dégoûtée de ne pas avoir réussi à apprécier ma lecture comme elle le mérite, et je peux que vous conseiller cette expérience parce que c'est une lecture qui peut vous surprendre, qui je trouve a des côtés audacieux, qui peut être original pour du young adulte. Et non mais la fin elle est pas mal hein, franchement elle est stylée dans un sens, bref voilà. Du coup voilà, je vous conseille. Cette lecture je sais pas trop si ça va vous intéresser parce qu'en gros c'est une série de light novel qui est dérivée d'un manga, un manga que j'ai dévoré fin décembre, qui a illuminé ma fin d'année 2023 en termes d'émotions, d'adrénaline, de hype, de stress, c'était phénoménal. Il s'agit de My Hero Academia de l'auteur original Kohei Horikoshi et scénarisé dans les light novels par Annie Yoshi, publié chez Kiun en VF. J'ai lu l'intégralité des light novels. Déjà My Hero Academia c'est un manga dans lequel on a une société où 80% de la population a reçu un alter. Un alter c'est une sorte de super pouvoir qui peut être de la badasserie la plus intense à la badasserie la plus bof. Et principalement on suit une bande de jeunes personnages qui intègrent une académie de héros pour devenir des héros. Voilà. Et dans le light novel on retrouve des petits récits qui s'immiscent dans les interstices du manga, que ce soit des petites aventures du quotidien en arrière-plan ou alors qui approfondissent des événements qui ont été brièvement évoqués dans le manga et dont on n'a pas vu grand chose. Voilà, en fait c'est des petites aventures pas prise de tête, il n'y a pas d'enjeu important, crucial, c'est chill, c'est cocooning, mais j'ai adoré, mes coups de cœur vraiment, parce que en fait moi personnellement je peux adorer la toile épique d'une œuvre où il se passe des choses hyper badass, hyper intenses, hyper nobles ou quoi, mais ce qui renforce la profondeur de mon attachement à une œuvre c'est vraiment ce qui se passe en arrière-plan et qui reflète l'humanité des personnages dans leurs multiples facettes, hyper subtiles, hyper naturelles, et c'est ce que j'ai retrouvé dans le light novel. Quand on suit les personnages qui sont mes enfants, que je les ai adoptés, dans leur quotidien, tu remarques leurs petites habitudes, tu remarques leurs multiples facettes qui sont déjà déclinées dans le manga, mais là c'est encore plus mis en avant, leurs dynamiques également qui sont dépeintes de manière tellement subtile, naturelle et tellement attendrissante, mais vraiment le nombre de fois où j'ai gloussé de rire parce que c'est tellement drôle, j'ai même éclaté de rire, d'attendrissement, de tendresse parce qu'ils sont trop mignons, elles sont trop pures, et même d'émotion. Non, j'ai pas gloussé d'émotion, ça veut rien dire, mais j'ai pleuré d'émotion parce que même si voilà il n'y a pas de prise de tête ou quoi, mais il y a des moments qui sont très purs, qui sont très émouvants, notamment dans My Hero Academia
il y a une dynamique familiale très dysfonctionnelle autour des thèmes de l'abus physique et psychologique. Et en fait, déjà en ayant ce genre de thème dans un manga pour adolescents, c'est assez fort. Et c'est très bien dépeint, c'est très bien décrit, c'est bouleversant. Il y a des chapitres dans le light novel où on explore les dynamiques entre les différents membres de cette famille-là qui n'ont pas été beaucoup mises en avant dans le manga parce que dans le manga, il n'y a pas le temps. Et c'est bouleversant. C'est tout et tu fais que pleurer. Et même pour des petits détails, après moi je suis très fragile. Quand j'adopte un personnage, quand il est super pur, il est super gentil et tout, je craque, je pleure, je suis trop fière de cet enfant là. Du coup voilà, c'est ma sensibilité. Et je trouvais que ça respectait dans l'ensemble la personnalité des personnages. Après j'avais l'impression que parfois c'était un peu du fanservice, genre ça adoucissait un peu trop les personnages. Mais ça va, franchement c'est des petits détails. Et surtout le petit plaisir en plus, c'est que à chaque chapitre quasiment, t'as une illustration dessinée par l'auteur original et du coup ça renforce ce caractère officiel un peu de ces petites aventures parce que je me dis l'auteur il a illustré les chapitres, du coup il a donné son assentiment sur la pertinence, sur le réalisme de ses propres personnages. J'ai pas l'habitude de lire des light novels parce que comme c'est des œuvres annexes au manga original, à l'œuvre originale, je me dis tout le temps que du coup c'est pas nécessaire, que c'est pas forcément canon, c'est pas vraiment officiel, du coup pourquoi perdre mon temps. Mais là j'ai passé ma best life ever voilà avec ces light novels, du coup je pense que je vais plus me pencher sur ce genre là. Je vous conseille My Hero Academia également en manga parce que au début ça a l'air assez enfantin et petit à petit tu remarques qu'il y a des psychologies de personnages assez fort, hein. Il y a de bonnes réflexions sur la société de super-héros avec tous ces dérives, avec la vision de plus en plus nuancée des héros versus vilains, enfin bref, je peux en parler pendant des heures, du coup je vais arrêter, mais je vous conseille de ouf ce manga et du coup après les light novels également. Alors je suis profondément désolée, cette critique va être négative parce que ça a été une déception, mais je reconnais vraiment le mérite du succès de ce livre là parce que je crois que c'est le premier roman de l'autrice et franchement c'est bluffant, c'est vraiment très bien fait, mais je suis désolée, ça a tellement entré en contradiction avec ma critique, mais vraiment, objectivement parlant, je peux qu'accepter et apprécier la popularité de ce roman-là. Il s'agit du tome 1 des Mobilisés absolus de Margot Dessen, publié chez Big Bang. Il s'agit d'un récit français de science-fiction. Il se situe dans une Pologne qui a été complètement détruite, qui a été ravagée, et on va suivre deux jeunes héros qui vont se retrouver jetés dans un territoire qui s'appelle la Zone. En fait, chaque je sais plus combien de temps, on va sélectionner des jeunes personnes, leur société qui a été reconstruite sur la Pologne ravagée, pour les jeter dans cette zone-là, pour qu'ils puissent détruire une créature qu'on surnomme la chose. Le bémol, c'est que toutes les personnes qui sont rentrées dans la zone n'en sont jamais ressorties. Donc, ça craint. Alors le pitch de base, franchement, l'environnement où tu dois survivre, ça promet. Le truc, c'est que je trouvais que la plume... C'est horrible parce que la plume elle est cool, mais je trouve qu'il y avait un côté immature, notamment au niveau de la narration. Je trouve qu'il y avait plusieurs répétitions très forcées pour intégrer des plot twists au récit et ça faisait assez lourd. T'avais un côté assez mélodramatique avec une surdose de mort de personnages, j'avais à peine eu le temps de m'attacher à eux. Du coup voilà, c'était assez frustrant. J'avais l'impression qu'il y avait une volonté de condenser toutes les ficelles dystopiques qu'on retrouve en général en un tome, et ce qui fait que ça faisait très rushé, assez forcé, peu naturel dans la progression des événements. Après au niveau des personnages, je m'en foutais à peu près de tout le monde sauf de Ed, parce que j'ai bien aimé son côté un peu peureux, mais force, courage intérieur qu'il arrive à exploiter dans des moments cruciaux, et ça le rendait très relatable et très inspirant et très touchant et très attendrissant. Et sinon en dehors de ça, voilà, il y avait cette impression de décalage entre la plume qui était un peu maladroite parfois et le côté hyper dramatique, hyper sombre, et de manière auquel j'ai pas forcément adhéré parce que je vivais tout ça en surface en fait, et j'ai pas réussi à matcher avec les vibes du roman, mais je peux totalement comprendre son succès et franchement je suis hyper contente pour l'autrice, elle le mérite et voilà. On va passer à une critique négative, mais beaucoup plus rageuse. C'est la El Famoso lecture qui va finir dans mon flop 2024, mais incontestablement. Il s'agit de Lune et de Sang de Erin Beatty, publié chez Lumen. Je me sens trahie. Voilà, parce que quand j'en entendais parler, j'avais l'impression que c'était un thriller
fantastique, psychologique, avec une enquête à la Jack l'Éventreur, avec des féminicides, et du coup tu suivis une jeune héroïne qui allait s'impliquer dedans, et apparemment il allait avoir plusieurs pistes, ça allait te faire tourner en bourrique parce que tu sauras pas à qui faire confiance, tu auras plein de théories, ça te menait dans plusieurs directions et tout. Moi, j'ai l'impression surtout que c'est une romantécie, et la romantécie, je fuis ça comme la peste parce que je sais que je n'adhère pas du tout, je n'aime pas la romance, voilà. Parce qu'en gros, on a une romance entre les deux jeunes détectives qui se chargent de l'affaire de féminicide. Alors déjà, je crois qu'ils sont à peine majeurs, même pas, limite. Je suis en mode, à quel moment tu confies ça à des gosses? Et en plus, leur manque de professionnalisme a été empiré par leurs hormones. Leur drame amoureux, leurs sentiments, j'en ai marre, ça empiétait sur l'enquête. T'avais des scènes où on découvrait un corps, un cadavre d'une femme qui a été souillée, tuée et tout. Et l'héroïne, elle a encore l'énergie pour s'émouvoir de sa proximité avec le mec, en mode oh il est trop beau, ses yeux, oh blablabla, et aussi à être jalouse constamment de la cousine de son love interest, parce que sa cousine a le droit à la familiarité, d'être tactile, d'être proche physiquement avec son cousin. Et l'héroïne, t'as un cadavre en face d'elle, et elle surveille surtout la cousine, parce que putain, elle a quand même de la chance de pouvoir le toucher comme ça et tout. Moi aussi j'aimerais bien. Voilà, t'as ça, t'as tous les mecs qui tournent autour de l'héroïne, tu sais pas pourquoi, parce que elle n'a rien, à part sa profession, elle doit escalader les bâtiments en construction pour vérifier qu'ils tiennent et tout. En vrai ça c'était assez intéressant et assez original, mais en dehors de ça, que fait-elle? Non vraiment, j'en pouvais plus, j'étais en pote, mais attends, mais il y a une enquête, putain, ah oui, et au niveau de l'enquête, à la rigueur, s'il y avait tout ça, tu vois, qui avait déjà pollué le récit, mais que l'enquête, ça allait, ça arrivait quand même à me surprendre, à m'impliquer dedans, mais j'avais deviné dès le début le coupable. Parce que c'est un mécanisme hyper prévisible et cliché. Je suis quelqu'un de très naïve, je me fais mener par le bout du nez très facilement, vraiment je suis hyper crédule, mais là j'ai vraiment deviné facilement, j'étais en mode c'est pas possible. Pour moi c'est ça a empiré le tout, y a rien qui va. Du coup je n'ai que de l'animosité, de l'hostilité envers de l'une et de sang. Et même l'héroïne elle est décrite comme avec une peau qui est dorée je crois, qui est un peu mate, j'ai l'impression, mais sans la couverture, t'as pas vraiment l'impression. Bon voilà, après là c'est le sujet problématique de la représentation sur les couvertures, mais bref, mais vraiment 1,5 sur 5 pour cette lecture. J'ai l'impression qu'on m'a trahi parce qu'on m'avait pas prévenu qu'il y avait autant de romances en fait. Je savais qu'il y avait une romance, mais je me suis dit oui ça va être léger tu vois, mais non, c'était que ça, c'était omniprésent. Ça a tellement pollué le récit, mes sentiments, ma vie tout entière, enfin bref voilà, on écarte tout ça. On a terminé avec le négatif, normalement la suite c'est beaucoup plus positif. J'ai eu un presque coup de cœur pour l'Empire du Vampire de Jay Kristoff publié chez De Saxus. Jay Kristoff, j'ai une relation compliquée avec cet auteur là. J'avais essayé de lire Nevernight et j'ai pas pris au sérieux sa plume qui délivre des métaphores très émo, mais de manière que j'ai trouvé très gratos, pas forcément avec beaucoup de sens, avec beaucoup de pertinence. T'avais l'impression que c'était juste pour créer une atmosphère émo mais fanservice, genre le fresh suicide, genre le suicide frais, rafraîchissant, en mode à quel moment tu sors ça? Et quelques histoires de comportement problématiques de l'auteur sur les réseaux sociaux qui m'ont pas vraiment plu. Du coup je suis assez réticente, assez sceptique par rapport à cet auteur là. Mais l'Empire du Vampire, je sais pas, ça m'a intéressée, je me suis dit pourquoi pas donner une seconde chance. Pour moi c'était tout ou rien, soit c'est une bonne surprise, soit ça me causait une panne de lecture parce que 1000 pages où j'arrive pas à accrocher au délire de l'auteur, ça va pas le faire. Mais du coup presque un coup de cœur. Voilà, 4,5 sur 5 quand même. Dans cet univers, le soleil ne se lève plus et du coup il y a une constante nuit qui s'abat sur le monde et qui permet aux vampires de régner sur le monde de manière permanente. Face à eux, on a une caste de personnes qui sont des soldats, des chevaliers d'argent, un truc comme ça, qui sont nés d'un parent vampire et d'un parent humain et du coup sont des sans-mêlés. Ils bénéficient de quelques avantages de chez les vampires, des sens beaucoup plus développés que chez les humains, une certaine force, tout qui leur permettent de lutter contre les vampires, restreindre leur contrôle sur le monde au nom de la foi, de la religion. Au début du récit, on rencontre notre protagoniste qui est Gabriel DeLeon, je sais pas trop, qui est dans une prison après avoir apparemment tué le seigneur de la nuit, le seigneur des vampires,
suprême quoi. Il se retrouve dans une prison d'une autre comtesse vampire et il va voir un vampire qui va recueillir le témoignage, le récit de la vie de Gabrielle. Ça va faire comme dans Entretien avec un vampire. Je parle de Entretien avec un vampire mais j'ai pas encore lu ce roman ni vu le film, mais ça fait un peu le mécanisme de Le Nom du Vent où t'as le narrateur, le héros qui raconte toute sa life et je trouve ça passionnant. Tu sais, ça nourrit ta curiosité. C'est tellement passionnant de découvrir ainsi une figure mythique, légendaire, de manière intime et voir comment elle en est arrivée là et tout. Il y a quelque chose de grisant je trouve et de vraiment addictif. Au début je suivais le récit de manière assez détachée, assez distante même si j'étais curieuse, mais voilà, j'étais pas forcément attachée au personnage, je vivais tous les moments horribles de manière distante et il y avait quelques points qui avaient ralenti, réfréné mon enthousiasme, à savoir notamment les blagues lascives, répétitives sur les femmes. T'as une protagoniste, enfin la love interest du coup du mec, je l'ai trouvé très forcée. En fait elle avait un côté tsundere, enfin tsundere pour ceux qui savent pas c'est pour désigner des personnages en japonais qui ont une apparence assez dure mais au fond ils ont un cœur très tendre. C'était dans ce genre là mais de manière hyper marquée, elle le disait elle-même en mode ouais mais tu sais j'ai un cœur très dark, très dur, je t'aide mais c'est pas parce que je me soucie de toi, mais vraiment c'est genre mais c'est parodique quoi le truc. Et même il y avait un côté féministe avec elle qui était vraiment très forcé et... Bon voilà, c'est pas vraiment mon truc, mais par extension la romance qu'il y a eu, j'ai trouvé boiteuse par rapport aux autres relations, je vais revenir dessus, mais je trouvais que les métaphores elles étaient moins gratuites dans leur façon très dark d'être amenées. Je trouvais que les images que ça réveillait en nous avaient un peu plus de pertinence, avaient une certaine poésie et beaucoup de fluidité, faut le reconnaître, c'est très addictif, c'est fluide à lire, ça dépeint une atmosphère qui est poisseuse, qui est glauque, qui est imprévisible, qui est fataliste, qui est menaçant. Comment j'ai réussi à m'investir de plus en plus émotionnellement dans ce livre-là. C'est avec l'enchaînement croissant, de plus en plus tendu, des plot twists. Il y en a, tu t'y attends un peu, il y en a, t'es en mode waouh. Ah ouais, quand même. De l'action dans les combats qui sont courts, qui sont efficaces, c'est badass. Il y a des moments nobles, d'épicness, il y a des moments de mélancolie et surtout les personnages. Alors, Gabriel, c'est un protagoniste. Au début, j'étais neutre et petit à petit, je me suis attachée à lui. La manière dont sa psychologie qui est brisée est développée sous les coups des traumatismes, de l'espoir et notamment comment elle est tissée à travers des relations qui sont tellement humaines. J'avais parlé de la romance, mais la romance, elle fait tellement pâle figure, vampire pâle figure, par rapport aux autres relations. Des relations qui mettent en avant les liens de fraternité, les liens familiaux, les liens d'amitié, mais c'est développé avec beaucoup de slow burnisme, c'est-à-dire avec beaucoup de patience. Ça prend son temps au début, c'est très chaotique, c'est pas évident, il y a pas mal de tensions. Et en fait quand t'es baigné dans cet univers qui est si lourd, si pesant, si impitoyable, ça fait naître des notes d'espoir, ça fait naître de la solidarité, de l'entraide, de la compréhension, parce que c'est trop cool en fait de partager nos traumas. Et tout ça en fait va nourrir, va mettre en avant l'humanité de Gabriel, sa sensibilité, sa vulnérabilité, parce que même si c'est un héros qui est hyper badass, qui est décrit comme quelqu'un de super fort et tout, mais petit à petit tu remarques de plus en plus que sa force est liée à tout ce que les autres lui prodiguent en termes de soutien, de compréhension, d'entraide, d'affection, d'amour. Cette pureté, cette note d'espoir là, t'as envie de la protéger, t'as envie de la préserver, mais du coup ça rend le monde encore plus menaçant parce que t'as quelque chose à perdre dans cet univers. Tu te sens impliqué dans les personnages, dans leurs relations, t'as envie qu'ils vivent, qu'ils retrouvent le bonheur, même si ça a l'air complètement chaotique et pas du tout probable. Et du coup pendant les combats, mais vraiment quand j'étais en mode ok je suis en train de m'attacher à des personnages, ça pue parce que pendant les combats j'étais en mode c'est sûr ils vont mourir. J'étais tellement pessimiste, en fait je me préparais à tout parce que l'auteur il te démontre qu'il a l'audace vraiment de tuer, d'éliminer des personnages, mais je trouve que c'était pas genre de la tragédie gratuite, ça apportait quand même quelque chose tu vois, ça nous mettait en danger, ça nous titillait entre des moments, des sentiments d'espoir avec des sentiments de désespoir et tout ça en fait c'est complètement emboîté et ça crée un sentiment qui est hyper intense et tu te sens hyper investi. Pour Neverland notamment j'avais entendu dire que l'auteur savait te maintenir en haleine particulièrement à la fin lors des combats finaux et oui la fin de l'Empire du Vampire mais waouh, juste waouh, ça m'a tenu en haleine, l'adrénaline, l'intensité, putain j'ai adoré. Ah oui en parlant des personnages, t'as Dior qui est un des personnages principaux qui apparaît un peu plus tard et
personnage coup de cœur, meilleur personnage de l'œuvre, c'est mon enfant, je l'ai adopté, je suis tellement fière de cet enfant et sa relation avec Gabriel, la manière dont c'est tissé, dont ça se développe petit à petit, dont il y a des moments où c'est pas du tout évident, où il y a de la méfiance, où il y a de la vulnérabilité, où il y a de la sensibilité, où il y a de l'affection, il y a de la foi, il y a de la confiance, c'est beau et le fait que t'aies ce genre de relation qui soit autant mis en avant, voire plus, je trouve que la romance, parce qu'au final la romance, en vrai elle est assez secondaire par rapport aux autres relations, mais merci, parce que en général dans les romans, bah, c'est surtout la romance qui est sous les projecteurs et les autres relations c'est relayé au second plan, t'as pas l'impression que ça peut autant être aussi salvateur que la romance, alors que là, Gabriel il arrive à tenir debout grâce à ses frères d'armes, à des amis, à sa famille, enfin c'est waouh, c'est beau. Merci à l'auteur d'avoir réussi à tisser ce genre de relation et à les mettre autant en avant et rendre autant hommage à ce genre de liens qui me tiennent vraiment à cœur. Le tome 2 sort fin février, on aura la suite du récit de Gabriel pour savoir comment il en est arrivé là, et à la fin du tome 1 il y a quelques petites révélations qui ont été amorcées et qui vont être développées dans le tome 2 et ça me fait super peur parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnages que j'adore, d'amour, qui ont mal fini, voilà. Du coup je suis en mode non, mais j'ai trop peur parce que enfin l'auteur, ça sent qu'il sait prendre des risques et qu'il s'en fout de te faire souffrir, et en même temps c'est grisant, en même temps c'est bien, mais ça fait peur, c'est mes enfants. Bref, voilà, on passe à la suite. J'ai dévoré un roman japonais qui est La leçon du mal de Yusuke Kishi, publié chez Belfond. Je connaissais ce roman de nom parce que j'avais commencé à lire les premiers tomes du manga qui est dérivé de ce roman là. C'était à des années donc j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais j'ai quand même quelques planches, quelques panels qui m'ont marqué du manga parce que c'est glauque as fuck. C'est très dérangeant. Ça se situe au Japon, dans un lycée. On suit un jeune professeur qui est hyper charismatique, hyper soucieux de ses élèves, hyper apprécié par eux parce que voilà, il fait de son mieux pour les aider, pour être avec eux, pour les comprendre. Tout se passe bien, sauf que en fait ce prof, bon, il a un petit problème, à savoir que c'est un psychopathe qui est dépourvu d'empathie et qui veut transformer ce lycée en son royaume, où il tire les rênes derrière tout ça, avec ses talents de stratège, vicieux, pervers, manipulateur, qui a toujours un coup d'avance et tout, et dont les coups vont devenir de plus en plus fatals à mesure qu'on progresse dans le récit. Voilà, alors déjà ça m'a rappelé Battle Royale qui reste à masterclass numéro 1 parce que vraiment ce roman, en gros, Battle Royale c'est Hunger Games mais avec des enfants et en beaucoup plus gore et dérangeant et sanglant et tout ce que tu veux, mais c'est génial, c'est génial. Après Hunger Games j'adore aussi, mais Battle Royale mais c'est un truc de dingue. Bref, ça m'a rappelé un peu Battle Royale par le fait que c'est une classe d'ados qui va subir un enchaînement de tragédies, de choses hyper dramatiques qui les dépassent complètement, tout ça délivré avec une plume qui est sarcastique, qui est mordante, qui est addictive. Globalement, j'ai une lecture qui a été très distante. Je trouvais que les personnages dans la classe étaient très peu développés, gagnaient en consistance beaucoup trop tard, vers la fin. J'étais pas vraiment concernée personnellement par leur sort. Émotionnellement, j'étais très détachée. Je suivais surtout le récit avec un intérêt plutôt morbide parce que comme bah vous le pensez bien, on se situe du point de vue d'un psychopathe qui n'a aucune empathie, qui a tous les vices possibles, qui arrive à manipuler les autres par son jeu d'acteur. Enfin parfois ça me faisait rire qu'il se fasse passer ainsi en martyr, et en même temps t'as envie en fait de secouer les gens pour qu'ils prennent conscience de ce qui se déroule derrière tout ça, mais c'est pas possible parce qu'il est tellement doué et tu te sens impuissant parce qu'il y a quelques personnes qui sont sceptiques vis-à-vis de lui, quelques résistants à son charisme, mais ils sont plus ou moins balayés parce qu'il est tellement fort. La deuxième partie c'est une boucherie voilà, c'était un peu prévisible, mais j'ai quand même été maintenue en haleine parce que c'est quand même une situation qui est atroce et tu te sens coincé, emprisonné dans la toile d'araignée de ce psychopathe là et tu sais pas comment t'en défaire. Ce que j'ai aimé aussi c'est qu'il y avait un effort pour nuancer les psychologies des personnages
même du protagoniste qui est psychopathe, parce que il y a des moments, il y a des petites étincelles où tu te dis putain, si on prend le temps de creuser, s'il avait suivi peut-être une thérapie, il aurait pu changer, tu vois. Mais c'est très fin et ça ne sert à rien parce que vraiment c'est pas quelqu'un pour qui tu auras de la sympathie, loin de là, tu vas être dégoûté. Aussi ça a permis d'explorer un peu les différentes facettes de la psychologie des adolescents, de leur vulnérabilité à leur force, à leur potentiel, en passant par leurs multiples questionnements en tant qu'ados, comment les adultes peuvent exploiter cette vulnérabilité chez eux pour profiter d'eux ou alors pour essayer de les soutenir, de les encourager. Après, la plupart des adultes, ils étaient complètement immoraux, mais vraiment c'est hyper dérangeant, c'est perturbant. T'es en mode c'est quoi ce lycée, c'est dégueulasse. Après le truc c'est que j'imagine que c'est réel dans la vraie vie, dans la société, mais voilà, il y a pas mal de trigger warning je pense. Je trouvais que la progression des événements parfois c'était un peu forcé, genre le fait que t'as des résistants contre le prof qui acquièrent des indices de manière un peu aléatoire pour nourrir leurs suspicions. C'était un peu trop facile. Après je dis que c'est facile mais bon, vu comment la plupart finissent, voilà, c'est un peu trop optimiste de ma part. Et je trouve que le dénouement à la fin il est bien pensé et t'as un épilogue qui est très énigmatique. Je crois qu'il est complètement différent de la fin du manga. La fin du manga c'est une fin ouverte, c'est beaucoup plus compréhensible, mais la fin du roman je l'ai pas compris. Mais du coup ça rajoute une couche de complexité, d'ambiguïté assez bienvenue pour moi parce que ça rajoute un petit charme. Peut-être que le gore ou les scènes perverses ça peut vous déranger si vous vous mettez à ce livre parce que ça peut sembler assez gratuit et tout, mais moi j'étais pris dans le jeu, j'étais accro, c'était addictif, c'est hyper fluide, il y a cette touche de sarcasme, d'ironie qui est piquante, tu vois, qui est dérangeante, mais t'es en mode bref, mais franchement j'ai beaucoup aimé, c'était très stylé, voilà. Et enfin j'ai terminé le mois de janvier avec un petit conte de jeunesse, un conte spirituel, philosophique, universel, qui est L'Étoile du Soir de Siècle Velban, publié chez Albin Michel Jeunesse. Alors pourquoi j'ai voulu lire ce livre? Hier, samedi 3 février, dans une librairie qui est dans le centre-ville proche de chez moi, il y avait une rencontre croisée entre deux autrices dont Siècle Velban pour inaugurer ce fabuleux roman, du moins déjà esthétique, qui est Plein Ciel, publié chez Big Bang. Du coup on a eu en avant-première avec la rencontre et les dédicaces ce roman là. Non mais bref voilà, on n'est pas là pour ça. Quand j'avais appris qu'il y aurait cette rencontre là, j'ai voulu y aller en me disant que déjà l'objet livre est magnifique et même en fait ça donne envie, l'atmosphère et tout, et je me suis dit si j'aime bien les vibes de l'autrice, j'en profiterai pour acheter le livre et me faire dédicacer. J'avais vu qu'elle avait écrit déjà quelques livres dont L'Étoile du Soir, donc avant la rencontre, pour avoir une première impression de sa plume, de son univers, de sa sensibilité en tant qu'autrice, j'ai tenté ce roman qui est très court. Alors on se situe en Inde dans une petite famille avec une héroïne, une jeune héroïne de 9 ans qui s'appelle, je ne sais plus, je suis désolée, qui est très forte à l'école, qui est première de sa classe, qui est très vive d'esprit mais également vive physiquement, enfin elle est très énergique. Tous les jours à chaque fois qu'elle va à l'école elle passe dans une forêt et dans cette forêt en fait on sent qu'elle a une affinité vraiment très profonde avec la nature autour d'elle, avec les éléments et tout. Et dans sa famille elle a également une grande sœur, elle nourrit un complexe d'infériorité parce que sa grande sœur c'est vraiment la fille qui a l'air parfaite, elle va se marier, elle va faire la fierté de sa famille, et la petite voilà, elle se sent un peu à l'écart, elle se sent un peu négligée, elle se sent inférieure. Un jour sa sœur va finir par souffrir d'une maladie incurable, ça va complètement bousculer le quotidien de l'héroïne parce que elle va plus pouvoir aller à l'école, elle va devoir aider sa mère à la place de sa grande sœur, et elle va se réfugier également de temps en temps dans la forêt qui est un environnement de consolation où elle va rencontrer deux petites panthères de neige, je crois, qui ont perdu leur mère, et elle va s'occuper d'eux en espérant trouver une solution pour guérir sa grande sœur. J'ai une approche erronée du roman parce que je pensais que ce serait un conte plus optimiste, positif, en mode ok, du coup la grande sœur elle tombe malade, pour la sauver la petite sœur elle va réussir à trouver un moyen pour la guérir et tout. Non. En fait c'est un conte pour parler aux enfants à propos de thèmes assez forts comme le cycle naturel de la vie, de l'amour, des relations, mais également de la mort. Ça parle du deuil. Il y a ce jeu de miroir entre
ce qui se passe au sein de la famille et ce qui se passe au sein de la forêt. La forêt, j'ai l'impression que elle incarnait l'intérieur de l'enfant, son cocon intime, et dans cette forêt-là, elle va également subir des choses assez difficiles avec notamment les panthères des neiges. Elle va être confrontée à des réalités, à une prise en maturité pour affronter un peu mieux tous les bouleversements au sein de sa famille. Et tout ça, ça tisse un accompagnement en douceur avec beaucoup de compassion, d'empathie vers l'inévitable. Et également au sein de la famille, ça développe ce qu'on peut ressentir, les questionnements, les doutes, la vulnérabilité, le fait que tu te compares à d'autres personnes, à tes frères et sœurs, que tu as l'impression de pas être à la hauteur des attentes de tes parents. Ça peut empiéter sur le lien, l'amour mutuel que tu partages avec tes frères et sœurs. Il y a également à l'école où il y a des messages d'empathie, des messages de tolérance, le fait de ne pas réduire une personne à ce que tu vois en apparence. Et tout ça c'est délivré avec une plume qui est très douce, qui est poétique. J'applaudis du coup particulièrement la mise en avant de la famille, de l'amitié dans les relations de l'héroïne. Ça montre le soutien que peut être une famille pour un enfant, mais également les amitiés qui sont pures, qui sont réelles, qui sont vraies, comment ça peut être un ancrage également pour eux, pour leur permettre d'affronter la réalité des choses quand elle est assez dure à surmonter. J'ai enfin fini, merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a fait découvrir quelques titres qui vont s'immiscer discrètement dans votre pile à lire. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez lu en janvier, si vous avez des lectures à me conseiller, si vous avez des lectures sur lesquelles vous voulez trash talk. J'adore trash talk sur des lectures que j'ai détestées aussi. Merci encore et j'espère vous retrouver pour d'autres nouvelles aventures livresques. À bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!